très très habile pour nous faire passer des lettres, parce qu'il est resté 30 jours à Drancy et il nous a fait parvenir 30 lettres. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces lettres? Qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, c'est des lettres que nous avons gardées. Elles étaient d'abord écrites sur des papiers de cabinet, souvent avec des crayons fuchsine, très, très peu lisibles. Et il nous racontait la vie de tous les jours. Et surtout dans les premières lettres, ils nous ont dit que les Allemands recherchaient le reste de la famille pour les déporter ensemble. Et ils nous recommandaient de nous cacher. Alors nous avons quitté l'endroit que nous avions dans le village et nous sommes allés dans une ferme reculée pour nous cacher encore plus. Et les lettres arrivaient dans la maison que nous avions louée là. Et les lettres sont arrivées régulièrement. Et les premiers temps, ils racontaient leur vie à Drancy, enfin le fait que c'était très pénible parce qu'il y avait de la promiscuité. Papa nous disait dans ses lettres, je remercie le ciel que mes filles ne soient pas là parce qu'il y a une proximité épouvantable, une saleté épouvantable. Alors c'est là que papa m'a dit, j'ai rencontré une de tes camarades de classe. Ce jour-là, elle a été prise dans une rafle devant moi. Nous allions au stade quand nous étions encore au lycée en mars 1943. Et ce jour-là, moi je n'avais pas pris ma carte tamponnée, je n'avais pris que ma carte scolaire. Vous savez qu'il y avait une carte scolaire. Et elle, la pauvre, elle avait sa carte tamponnée. Il y avait une rafle, soi-disant, pour le STO. Mais elle, on a embarqué avec le STO. Et juste, la rafle s'est passée comment? Eh bien, au stade, un contrôle de papier, soi-disant. C'était qui? C'était des policiers français. C'était des policiers français. Et alors, papa me dit dans cette lettre qu'il l'a rencontrée, qu'il avait Jacqueline Sèche, et qu'ils avaient échangé un morceau de pain ensemble. Et alors là, dans ces lettres, papa nous raconte qu'il y avait toutes sortes de sommités, il y avait, je ne me rappelle plus dans les lettres, celui-là, la fille de Camondo, vous savez celui qui a donné un musée à Paris. Il y avait des généraux, des gens très haut placés, puis il disait aussi des repris de justice. Alors c'est là qu'il disait, je bénis le ciel que vous ne soyez pas avec moi. Et alors il nous demandait de lui envoyer des colis. Et dans le village, nous étions liés d'amitié avec le garagiste, un garagiste qui s'appelait Monsieur Exbraya. Et maman lui a dit, est-ce que vous pourriez aller à Paris, puisque vous n'êtes pas contrôlé en tant que juif, est-ce que vous pourriez aller à Paris porter un colis à Drancy, à mon mari? Et ce monsieur, très gentiment, il était charbonnier de son métier et garagiste, donc il voyageait pas mal et il s'est chargé d'un énorme colis. Il n'a pas pu voir mon père et mon frère, mais il a pu leur porter un énorme colis de linge et de victuailles, enfin de choses que nous avions pu rassembler. Vous avez su qu'ils les avaient reçus? Oui, parce que mon père nous a écrit une lettre en disant qu'ils avaient bien reçu, qu'ils avaient pu enfin se changer de linge et qu'ils étaient très contents de ça. Et il nous faisait toujours plein de recommandations, de ne fréquenter pas, enfin surtout de ne pas nous mettre en danger, d'essayer d'éviter le danger. Voilà. Et alors au bout de quelques temps, je ne me rappelle pas si c'est... Là ils sont restés 1 mois à Drancy, mais à partir d'un certain moment, ça a été, au lieu d'être occupé par la police française, c'est la police allemande qui a pris la relève. Et alors là, les choses se sont gâchées. Dans la lettre, ils m'ont dit, les punaises sont arrivées, nous pourrons n'envoyer plus de colis, ce n'est plus distribué, et la vie s'est vraiment dégradée à Drancy à partir de ce moment-là. Il me donnait des exemples de cette dégradation? Oui, il disait qu'il y avait des détenus à qui on permettait d'aller en ville à Paris à condition qu'ils ramènent des membres de leur famille. Oui.
et alors que quand ils ne les ramenaient pas, ils étaient roués de coups. Et ils nous racontaient aussi qu'ils avaient très faim et qu'ils avaient maigri, qu'ils ne pouvaient plus prendre de douche, que tout s'était dégradé. Et dans les dernières lettres, il dit qu'il a fait des efforts terribles pour que mon frère aîné soit nommé dans la police du camp, parce qu'ils avaient une situation un petit peu plus privilégiée. Et il a essayé de dire qu'il était de parents protestants. Il a essayé 36 méthodes pour essayer de se sortir de là. Et jusqu'au jour où il nous écrivait, voilà, nous allons être dans le prochain convoi. Et puis il nous écrit, on a échappé au convoi. Et puis jusqu'au jour du 31 juillet où il nous a dit, voilà, on n'a pas pu échapper au convoi, nous partons vers l'Est. Il y a une dernière lettre là, très très émouvante que... soyez solidaires, enfin, ne vous quittez pas. Ça a été sa dernière lettre. Nous partons vers l'Est. Voilà. Est-ce que vous avez su ce qui s'est passé pour lui et pour votre frère André ensuite? Non, ce n'est que quand mes frères sont revenus à Marseille, ils ont eu un professeur de philosophie qui s'appelait Mendes, je crois, qui leur a dit j'étais au camp avec un certain André Mizard, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Au lieu d'essayer de le voir, de lui parler, je ne sais pas, on était tellement abrutis, on ne lui a pas parlé, et il nous a dit qu'il était mort de dysenterie, lui. Papa a dû être gazé tout de suite puisqu'il avait 60 ans, mais André, il semble qu'il ait été malade pendant quelques jours et puis plus tard, j'ai lu un livre de ce Mendes, j'ai cherché à retrouver, mais j'ai pu retrouver, parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait « Intact aux yeux des autres », où il a raconté sa déportation et surtout son retour, où il avait tellement été déçu de l'accueil même de sa propre famille que c'était très difficile de raconter, de faire participer les gens à ce qu'ils avaient vécu. Voilà. Alors, quand... nous avons su ça, je vous ai dit, ça a été un choc affreux, la vie a quand même continué. Maman, un jour, il y a eu une enquête de la police française, elle a cru que c'était de nouveau la Gestapo, elle est allée se réfugier sur le toit, elle est tombée sur du toit, enfin elle ne s'est rien fait, mais vous voyez, elle disait, on m'a coupé mes bras et mes jambes, enfin c'était affreux, affreux. Est-ce que vous savez si des miliciens sont revenus à votre ancienne adresse sur Lignon? Non, mais ils ont été, ça doit être les enfants, ils ont été repérés parce qu'à la Libération, mon frère a appris que ce De Carpentier, là, qui avait arrêté mon père, avait été arrêté et que... il était dans une maison, je crois que c'est une maison de l'Afrique occidentale, et qu'il était interné. Et il est allé, et il a voulu les tabasser, si vous voulez. Et soi-disant, le type s'est mis à genoux en disant qu'il ne savait pas ce qui attendait les gens qu'il livrait aux Allemands, comme ça. Et ce type-là a été aussi... a tué 7 FFI de sa main. Et il était donc condamné à mort. Et au bout de quelques jours, on a appris qu'il s'était évadé en Espagne et qu'il a été, à son procès, il a été condamné à mort par contumace, mais on ne l'a jamais retrouvé. Voilà. Ni son compagnon. Alors votre vie s'est organisée de quelle manière? Et aussi, qu'imaginiez-vous de ce que voulait dire à l'époque un départ vers... Alors écoutez, on savait que c'était terrible. On savait que c'était terrible, mais on avait surtout entendu parler de mines de sel en Pologne, et on s'imaginait qu'il était dans une mine de sel, mais on était loin d'imaginer l'horreur vraiment des camps. Et on espérait toujours les voir revenir. Jusqu'à la libération, on est allé à l'arrivée